à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau Lundi Soir qui sera consacré notamment aux questions des nouvelles formes d'agriculture qui finalement ne sont peut-être pas si nouvelles que ça, à la paysannerie, au rapport rural, à la nourriture et peut-être plus largement au vivant. Avec nous ce soir, on a 6 invités qui travaillent tous dans l'agriculture mais qui se définissent comme paysans. On a notamment Iseult qui est maraîchère en AMAP, Aline qui est productrice de plantes aromatiques et à tisane, Emmanuel qui est paysan céréalier, membre de la Confédération paysanne, Marie qui est maraîchère, également membre de la Conf, Florent, maraîcher, producteur de plantes aromatiques, fruits et membre du réseau des AMAP, et enfin Jade qui est chargée d'accompagnement à Biosol, qui notamment aide à l'installation bio en Ile-de-France. Alors avant de directement vous poser des questions, on voudrait juste partager une considération qu'on a publiée sur lundi matin cette semaine. Et une question aussi. Et qui est aussi une question. C'est une question extrêmement générale. Donc, si on résume rétrospectivement, on a vu ces derniers temps des préfectures couvertes de lisiers et mises à feu, des mutuelles incendiées, des camions retournés par des tracteurs et leurs denrées distribuées au Resto du Cœur ou brûlées sur le bitume. Il y a eu des appels à encercler Paris, d'autres à rebaptiser l'Élysée, le lisier. C'était une sorte de grand chaos. Mais derrière ce chaos des images, il y avait aussi une espèce de désordre, de chaos, en tout cas pour nous, dans les dynamiques contradictoires de ce mouvement. Au sens où on a du mal à interpréter les différentes tendances, les différents courants. À l'intérieur, il y avait la FNSEA, Jeunesse agricole, la Confédération paysanne, la coordination rurale, où il y avait beaucoup de groupes. Et donc, peut-être pour lancer une question extrêmement générale, comment vous définissez les différences entre ces différents courants, comment vous vous positionnez par rapport à eux, et rétrospectivement, maintenant qu'il y a eu une espèce de coup d'arrêt depuis que la FNSEA a en gros signé quelques accords avec le gouvernement, est-ce que vous pensez que le mouvement s'est arrêté ou qu'il continue sous une autre forme, et quelle est cette forme? Voilà la grande question. Expliquez-nous ce mouvement, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous en avez compris? Alors, à la base, c'est un mouvement des paysans qui disent qu'ils ne vivent pas de leur salaire, de leur métier, qui vendent leurs produits en dessous du coût de production. Toute ferme confondue. C'est le mot de départ, quoi. Ensuite, dans l'agriculture française, vous avez, vous l'aurez compris, la FNSEA, un des syndicats, la coordination rurale, un autre, et la Confédération paysanne. La FNSEA, en fait, depuis plus de 50 ans, c'est le ministère de l'Agriculture. Pour être très clair et très transparent, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ils ne sont pas à l'initiative du mouvement. En fait, l'initiative du mouvement, c'est vraiment des paysans qui disent « mais on travaille et on ne gagne pas notre vie ». La FNSEA rattrape le mouvement, le dépasse et prend le lead. Voilà un petit peu ma vision. Enfin, vous corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais voilà. Et du coup, derrière la coordination rurale, je mets de côté le côté rapprochement politique, parce que pour moi, ça fluidifie pas la chose, mais quand on les écoutait, les paysans, ils disaient des choses très sensées, très, très, très vraies, quoi. C'est-à-dire, moi, quand j'entends un éleveur qui dit je gagne 500 € et je bosse 16 heures par jour, j'oublie le rapprochement avec le Front National et je me dis ok, ce type-là, c'est pas normal. Donc, voilà. Et pour aller plus vite et aller au bout, nous, la Conf, on est sur un autre modèle agricole. On n'est pas du tout sur le modèle qui est prôné par la FNSEA et aussi par un bout de la coordination rurale. Et malheureusement, on est peu à le dire, on est peu audible. Voilà. Et la conclusion du mouvement, de ce mouvement, c'est que, comme d'habitude, le gouvernement a écouté ceux qui crient le plus fort et qui sont les plus nombreux et qui bouchaient les routes, c'est-à-dire la FNSEA. Et c'est un drame. Enfin, je vais parler pour moi en l'occurrence. C'est un drame parce que le gouvernement a mis sous couvercle les agriculteurs qui produisent dans un autre modèle et surtout qui produisent pour la plupart en bio. Est-ce que vous avez entendu une conclusion sur l'agriculture bio depuis les 15 jours? Rien. Vous avez entendu que c'était open bar sur la chimie, c'est-à-dire qu'on réintroduisait des pesticides interdits, on annulait le plan éco-phyto, c'est pas très grave, parce que comme il servait à rien, le plan éco-phyto, on peut l'annuler, un truc qui sert à rien, ça c'est... Mais
le signe envoyé, ça veut dire que nous, agriculteurs en bio, qui faisons l'effort de respecter la nature, de respecter l'écologie et de respecter notre propre santé et la santé des consommateurs qui viennent chez nous, on n'est pas sur le tableau des négociations. On n'est pas là. On est oublié. Et c'est le gouvernement français qui fait ça. Voilà, juste pour introduire. Après, je vous laisse continuer si vous voulez. N'hésitez pas à pousser la porte si elle vous gêne. Ça fait... je me dis juste que tu parles pas du tout des GIA. Non, je n'ai pas parlé des GIA parce que voilà, je laisse en parler. Il y a un truc à dire sur les GIA. Enlève la plante parce qu'elle est juste dans tes cheveux. On va remonter la plante. Pour rebondir un peu là-dessus, nous, la semaine dernière, on a interviewé Morgane Audi, qui est de la Confédération Paysanne, et elle disait un truc qui, moi, m'apparaissait intéressant, ce qu'elle disait, en fait, c'est une erreur de penser la FNSEA comme une espèce de bloc, dans le sens où il représenterait le mouvement, ou en tout cas où tous les syndiqués de la FNSEA adhéreraient à leurs revendications et à leurs négociations, et elle disait, moi, mon voisin, il est à la FNSEA parce que, de fait, c'est eux, je sais pas si de père en fils. Mais voilà, et elle disait, il y a au sein même de la FNSEA, alors peut-être pas une lutte de classe ou une guerre des paysans, mais en tout cas des distinctions absolument gigantesques entre les leaders, entre guillemets, qui eux sont des multimillionnaires, et les paysans. Et donc, c'est pour ça que moi, l'action que je vous ai au début, c'est qu'est-ce que vous avez vu, j'imagine que vous avez participé soit au blocage, soit aux actions, etc. Qu'est-ce que vous avez vu et perçu de ça? Tu as commencé à dire là-dessus, mais... Moi, je rebondirais sur ce que tu viens de dire. Nous, c'est vraiment ça que l'on ressent. C'est un hold-up. En gros, en 15 jours de manif, voilà, il y a eu des trucs intéressants, il y a eu des trucs quand même violents, quand même très patriarcaux. Mais en 15 jours de manif, on revient sur 15 ans de régulation environnementale, quoi. On revient pré-Grenelle de l'environnement. Et clairement, nous, ce qu'on a senti, c'est que c'est pas ce que tu entends quand tu parles à des agriculteurs, même des agriculteurs qui étaient mobilisés et qui étaient sur ces barrages, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui aiment utiliser des pesticides. Il n'y a pas des agriculteurs qui, d'eux-mêmes, souhaitent sortir le bidon de Roundup. En fait, il n'y en a pas. Et donc là, on se retrouve avec la tête d'un syndicat qui, en fait, Arnaud Rousseau, du coup, qui est le président de la FNSEA, mais qui est aussi le PDG du groupe Avril, qui est un groupe... qui a 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui, lui, il est paysan comme nous, on est coiffeurs, quoi. Avec tout le respect qu'on a pour les coiffeurs, mais clairement, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, et surtout, ça n'a rien à voir avec la base, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont syndiqués à la FNSEA. Lui, il touche 176 000 euros d'aide PAC. En gros, c'est 8 fois plus que la moyenne de ce que touchent les exploitants et les exploitantes français. Donc en fait, il est sur une autre planète. Et le problème, c'est qu'on a décidé, en fait, depuis la guerre, de co-gérer la politique agricole avec des gens comme ça. Avec des gens qui ne représentent pas leur base. Parce que la base, elle disait quoi? Elle disait on veut du revenu et on veut de la reconnaissance. Et en fait, on part avec quoi? On part avec un recul sur les pesticides, la biodiversité, au revoir les jachères, les mares, les haies, recul sur les bassines, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau. Donc en fait, c'est pas du tout ce que demandait la base. Par contre, c'est ce qui va protéger les intérêts de l'agro-industrie, c'est ce qui va protéger les dividendes de gens comme Arnaud Rousseau. Donc pour nous, on a vraiment, là, ça pose vraiment la question de la démocratie. Il y a un vrai problème de démocratie sur les questions agricoles et alimentaires. Et nous, avec les AMAP, avec la Conf, avec la Confédération Paysanne, c'est là-dessus qu'on appuie depuis des années. C'est de dire, en fait, c'est impossible de décider de politique agricole et alimentaire en donnant les clés à l'agro-industrie. Et donc, il faut changer la manière dont on prend les décisions sur les questions agricoles et alimentaires. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une loi d'orientation qui est en train d'être discutée, qui va être présentée dans les jours à venir, là. Et nous, on avait beaucoup d'attentes, parce que cette loi, elle est censée renouveler les générations, permettre des installations, des transmissions de fermes, on en parlera sûrement aujourd'hui. Et pour nous, ce qui est essentiel si on veut renouveler les générations agricoles, c'est de surtout pas confier les clés
à celles et surtout à ceux qui reproduisent un modèle où on fait la part belle à l'agro-industrie. Donc on doit couper avec cette agriculture à la papa et aller vers des installations qui reflètent vraiment ce qu'attend la société. Pour nous, faut apprendre de ce mouvement en se disant bah là on a un hold-up complet et du coup on revient sur ce qu'attend la société, en fait, une agriculture qui change, qui se transforme. Mais du coup, c'est parce qu'il y a un problème démocratique, quoi. Là où c'est hyper pernicieux, c'est que effectivement, ça a été complètement récupéré par la tête de la FNSEA. Et ils ont quand même réussi à faire croire à leur base que parce qu'ils allaient pouvoir utiliser plus de pesticides, parce qu'ils allaient pouvoir mettre leur terre en jachère en culture, ils allaient réussir à produire plus et que ça suffirait à ce qu'ils aient un meilleur revenu. Mais en fait, là, les solutions qu'ils proposent, on a le même constat, hein, il y a un vrai problème de revenus, mais les solutions qu'on propose ne sont pas du tout les mêmes, et celles qu'ils proposent vont juste, effectivement, toujours dans le même sens, remettre absolument pas en question le fait qu'il y a de fait des concurrences déloyales entre paysans de pays divers, et que si on ne s'adresse pas à cette question-là, en fait, on ne réglera pas la question du revenu. Ils vont produire plus en utilisant plus d'intrants, ça va leur coûter plus cher, enfin, en fait, on s'en sort pas, quoi. C'est une fuite en avant qui ne bénéficie effectivement qu'aux plus gros. Et ils arrivent à faire croire à leur base ça, d'une part, et ils jouent sur le fait qu'après 2 semaines de mobilisation, il n'y a pas beaucoup de paysans qui peuvent se permettre de ne pas rentrer chez eux, en fait. Donc à un moment, on arrive à un point où, entre ceux qui se sont à peu près laissés convaincre et ceux qui rentrent chez eux un peu dégoûtés, et cela dit, c'est ce que disait en gros la porte-parole de la Confédération, de la coordination rurale, ils rentraient chez eux pas très très contents, mais ils étaient au moins soulagés d'être rentrés, quoi, en sentant bien qu'il s'était passé un truc qui n'allait pas exactement dans le sens de ce qu'ils avaient demandé au départ, et en disant bah c'est un pis-aller, mais au moins on va pouvoir produire un peu plus, donc espérer de pouvoir gagner un peu mieux de vie. C'est terrifiant comme récupération, quoi. Globalement, le récit depuis plusieurs années pour l'augmentation des rendements et donc théoriquement l'augmentation des revenus, ça a été d'aller vers plus d'innovation, de l'innovation chimique, de l'innovation au niveau du machinisme, de la génétique, etc. C'est quand même les 3 grands piliers de l'innovation de l'agriculture moderne, entre guillemets, comme elle a été définie. Et en fait, aujourd'hui, on arrive un peu à un plateau technologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire des vaches qui produisent 10 fois plus qu'il y a 100 ans, des intrants qui soient 10 fois plus efficaces, il y a des problèmes de santé publique et une conscientisation de la population qui est de plus en plus forte sur ces questions-là. Donc en fait, la manière de continuer à porter un discours qui est un discours du progrès, c'est de dire finalement ce qui nous limite, c'est les normes environnementales, et du coup c'est sur ça qu'il faut venir grappiller des euros, du temps, de l'efficacité, etc. Et je pense, comme tu l'as dit Aline, cette question du problème du revenu, elle est partagée. Et le problème, c'est qu'elle est confisquée aussi, alors que les structures de l'agriculture paysanne, elles ont porté cette question de la vivabilité des fermes, de la dignité de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices depuis des années, en adoptant un tas de scénarios un peu alternatifs, en faisant des alliances avec la société civile, la vente directe, les AMAP, etc. Et que finalement, comme si c'est les syndicats majoritaires qui ont poussé un modèle agro-industriel aujourd'hui qui se réapproprie la cause de la rémunération des paysans. Et je trouve que ça... Enfin, voilà. Il y a une question sémantique qui se pose, qui a déjà un peu été totalement abordée par la Confédération paysanne, par d'autres mouvements politiques un peu différents comme Solomon la Terre, etc. C'est la question de la définition de votre métier, notamment avant, là, on en parlait, mais du point de vue administratif, donc de l'État, vous êtes agro-exploitant, du point de vue commun, médiatique, vous êtes agriculteur, et du point de vue politique, vous vous revendiquez paysan. C'est quoi la différence que vous faites entre ces termes et pourquoi vous la faites ? Moi je vais bien répondre. En fait, paysan et paysanne, c'est un métier complet, c'est pas juste on fait de la betterave sucrière et on fournit à une coopérative en fait. Nous, grâce au modèle des AMAP, après il y en a d'autres, on fixe nos prix ils sont directement en lien avec nos charges. Et les Amapiens qui achètent nos produits, ils payent les charges de la ferme et ils payent nos rémunérations. Et nous, en fait, avec mon associé, on a défini nos rémunérations à la base. C'est pas on prend ce qui reste, que nous laisse la coopérative ou je sais pas quoi, en fait. Donc nous, on est sûr de se rémunérer et de payer toutes nos factures et de maîtriser nos systèmes. Et dans le métier de paysan, je pense qu'il y a quelque chose de global dans le système, c'est des microsystèmes qu'on met en place. Et c'est pas en fait quelqu'un qui va nous dicter ce qu'on doit faire. Et moi, ce qui est dans ces dernières semaines, là, ce qui m'a frappé,
En fait, il faut qu'ils se libèrent eux-mêmes, c'est pas nous qui allons leur expliquer. Enfin, ils sont paysans depuis toujours, nous on fait ça depuis peu de temps, et on a déjà imaginé le système pour être libre, et eux ils sont bloqués là-dedans, donc à mon avis, il va falloir qu'ils coupent avec tout ça et qu'ils se libèrent eux-mêmes, quoi. Je pense qu'il y a une notion de liberté dans le métier de paysan qui est, en fait, t'es maître de ton système, quoi. C'est pas... En discutant entre nous ces derniers jours avec le mouvement et avant cet entretien, c'est que je vais pas être forcément très clair, mais il y a c'est-à-dire que dans le gauchisme au sens y compris le plus bas du front, il y a cette idée que les ouvriers, eux, sont révolutionnaires et pas les paysans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les ouvriers, eux, finalement, le fruit de leur travail est pompé par le capitaliste, et que donc si finalement ils arrivaient à reprendre leur usine, à l'autogérer, etc., finalement ils pourraient se rétribuer autrement, et donc ce serait le communisme. Bon, je fais un truc excessif. C'est bien résumé. Hein. Et donc Marx se dit, en fait, les paysans, il se dit pas que ça, mais bon, en tout cas, il se dit, finalement, les paysans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils sont liés directement à leur production, il y a des propriétaires terriens, mais en tout cas, il y a pas c'est pas le même schéma qui se met en place, en tout cas. Et donc, tout pouvoir aux ouvriers, mais les paysans, on les met de côté. Mais là, quand même, moi, je pense ce qui est un petit peu, ce qui est effectivement difficile, j'ai l'impression, dans la configuration actuelle, c'est que c'est comme si, donc là, si on prend, donc pas au niveau des pratiques singulières des uns et des autres, et de la réalité de ce que c'est comme vie, comme travail, comme forme de vie et tout ça, du point de vue un peu de l'économie mondiale, c'est comme si, en fait, la production alimentaire, il y avait comme s'il y avait une espèce de prolétariat gigantesque de la production alimentaire, et que de toute manière on va pas en tirer une plus-value gigantesque, parce que une pomme c'est une pomme, on va pas la vendre le prix d'un iPhone, pour dire, et que donc finalement à une échelle vraiment hyper macro, on gère un petit peu la production de la bouffe, parce qu'il faut bien manger, mais dans tous les cas, dans la mesure où les paysans ou les agriculteurs ne seront jamais une espèce d'énorme source de valeur, on peut se permettre un peu de les surprécariser et de les laisser crever, pas de les laisser crever, de les faire survivre, parce que ils ont dans l'économie mondiale, ils ont un rôle dans le fond assez minime, quoi. Quand tu dis on, c'est qui on ? Pas nous, mais... Non, mais quand tu dis on... je pense qu'il y a des dans les économies capitalistes, il y a des décisions qui sont prises en termes de qu'est-ce qui est compétitif, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui rapporte de l'argent, le capitalisme, quoi. Il y a des gens qui prennent des décisions. Je pense que si mondialement les paysans sont aussi maltraités, je pense pas du tout que ça corresponde à... Je pense pas qu'il y a une personne vraiment très vilaine qui fait ça, mais je pense qu'il y a un accord tacite entre plein d'acteurs qui s'imaginent que c'est pas là qu'on produit la richesse essentielle au sens capitaliste du terme. Je dis pas que c'est mon avis. Mais c'est oublier qu'on mange tous. Dans tout ce que tu viens de dire, moi j'ai juste envie de te retourner la question en disant, est-ce que quand le commun des mortels se met à table tous les jours, est-ce qu'il a une vision de ce qu'il mange, où il l'a acheté et d'où ça vient ? La réponse c'est non. D'accord ? La réponse c'est non, c'est-à-dire que les sociétés actuelles sont totalement détachées de la nourriture. D'ailleurs, la nourriture fait partie dans le budget familial commun, c'est l'ajustement du budget, la nourriture. C'est la priorité, c'est aujourd'hui, malheureusement, c'est toute la technologie et tout. Et du coup, je suis absolument pas du tout d'accord avec ce que tu exposes, ce que tu dis du on, parce que s'il n'y a plus de nourriture, la vie s'arrête tout de suite, quoi. Donc s'il n'y a plus de paysans, c'est même plus la peine de se projeter sur on fait quoi demain. Je veux dire, s'il n'y a plus de nourriture, ça s'arrête net. Donc je pense que le vrai sujet, à mon sens, c'est que depuis 50 ans, en fait, on a habitué le consommateur à payer une nourriture à un prix qui n'est pas le vrai prix.
Et aujourd'hui, les sociétés sont incapables de faire marche arrière sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, un paquet de pâtes vaut 2 € et si demain on annonce que le vrai prix de ce paquet de pâtes c'est 4, ça ne fonctionne pas parce que personne dans la société est capable de se payer cette alimentation parce que personne n'a le revenu pour. Et là, alors moi personnellement j'ai pas de solution sur ce sujet-là, mais on a volontairement depuis 50 ans habitué les gens à s'acheter de l'alimentation à bas coût. Et le problème, c'est que du coup, on achète à bas coût, du coup, on paye pas les paysans. Du coup, les paysans, ils sont toujours à la limite de la survie. Du coup, on a mis des primes. Mais c'est le truc, il est totalement hallucinant, quoi. Je veux dire, je vais juste donner un exemple. Nous, on fait du blé. Alors, on le transforme en farine et en pain, mais ce qui n'est pas transformé à la ferme. Donc, on fait du blé. Aujourd'hui, ça nous est acheté... dans les fermes bio, le blé est acheté 200 €. Ça coûte 350 € à produire de la tonne. Ça nous est acheté 200. Donc du coup, l'économie s'arrête net. Mais du coup, comme on n'a plus d'économie, on ne peut plus acheter une machine. Donc on ne fait plus tourner la machine à TVA et on ne fait plus tourner la machine à impôt sur le revenu, etc. Du coup, on nous donne 80%. Si je veux acheter une machine demain, une certaine machine, on va me donner 80% du prix. Si je montre que je suis le bon élève et tout. Donc voilà dans le système dans lequel on est rentré, et sortir de ce système-là, ça veut dire d'abord que dans tous les pays, au moins de l'Europe, ça veut dire on se met d'accord, on dit ok, c'est quoi le prix de l'alimentation, et comment on oriente le changement. Ce que nous on dit à la con, c'est que le modèle agricole aujourd'hui il est totalement mort, et on le voit bien parce que tout le monde est dans la rue pour dire mais on n'arrive pas à vivre de notre travail. Ici, je pense que les 6 que nous sommes, nous vivons de notre travail. Parce que nous sommes sortis de ce modèle-là, nous sommes dans un autre modèle. Donc voilà, pour répondre à le « on », moi je pense que « on » a juste oublié qu'il mange, quoi. Au-delà de ça, là où je m'inscris aussi en faux, c'est sur le côté l'alimentation ne produit pas de valeur. Comment ça se fait dans ce cas-là que les centrales d'achat et les grands magasins vivent très bien, merci pour eux. Dans la circulation. Mais donc c'est bien qu'il y a quelque part une captation de cette valeur. En fait, cette valeur, elle existe puisque les gens l'achètent. Et donc, quelque part, cette valeur, elle peut se récupérer. Et je pense que c'est effectivement ce que la plupart d'entre nous ici ont fait. Moi, en l'occurrence, je produis des tisanes qui coûtent à la tasse le prix d'une infusette de supermarché. Ça a l'air très cher quand tu regardes le prix du sachet, et quand tu remets ça en perspective, tu te rends compte qu'en fait je suis aussi cher qu'un supermarché, moins cher que certaines infusettes en supermarché. Ça va pas durer parce que là avec les prix de l'électricité etc, il va falloir effectivement que j'augmente un petit peu, mais je peux me permettre ça parce que je vends exclusivement en circuit court et que je passe pas par des coopératives etc qui vont ponctionner une partie de cette valeur que j'ai produite pour pouvoir faire la distribution. Ok, ils me déchargent de ça, mais en vrai, la part qu'ils prennent, elle n'a rien à voir avec la décharge qu'ils effectuent réellement, quoi. Et ça reste aussi un des problèmes. À l'heure actuelle, je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte de ça, à l'heure actuelle, il y a un tout petit nombre de centrales d'achat et un tout petit nombre de coopératives qui gèrent les achats de la quasi-intégralité de la production agricole. Toute celle qui n'est pas en circuit court, direct, passe par ce tout petit nombre de structures qui peuvent se... Ça serait combien à peu près en France ? On est sur, je sais plus, c'est moins d'une dizaine de grandes centrales d'achat. Tu parles fruits et légumes ou tu parles céréales ? Ouais. Il y a 4 opérateurs dans le monde. 4. Voilà. Dans le monde. La question de l'échelle est importante. Juste l'Ukraine, on dit il n'y a plus de blé, c'est les 4 opérateurs qui profitent de l'Ukraine de dire on arrête de vendre, on dit qu'il n'y a plus de blé. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Fruits et légumes, je sais pas. Ouais, donc, bref, dans tous les cas, on est vraiment sur une poignée en fait d'opérateurs qui du coup peuvent se permettre soit de se mettre d'accord entre eux, ce qu'ils font très probablement, même s'ils n'ont absolument pas le droit, soit de toute façon de dire aux producteurs le prix c'est celui-là. Si t'es pas d'accord, tu vas ailleurs. Ah ben ailleurs ils veulent pas te le prendre. Ailleurs il n'y a pas, ouais. Tant pis. Et là, on est quand même dans un contexte génial où c'est les éleveurs qui ont lancé le mouvement. Là, il y a eu Lactalis qui a proposé une augmentation de 3% à ses producteurs qui ont fait non, nous on veut 5%, juste 5% en fait. Et pour l'instant, ça passe pas. Après ce mouvement-là, etc., c'est quand même délirant. C'est la question du revenu qui a fait émerger toute cette mobilisation. Et 5% d'augmentation pour Lactalis, c'est pas possible.
Non, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui captent le plus de valeur et qui donc ont le plus de pouvoir, parce que c'est ça le principe de la valeur, c'est plus la circulation, la distribution, que la production. Et c'est ça qui est je vais dire rigolo, pas rigolo pour les gens, mais c'est ça qui est quand même particulier, c'est que quand on s'imagine qu'on boit du lait, on s'imagine que c'est d'abord la vache qui a fait l'effort, accessoirement le paysan qui l'a trait, et on ne visualise pas que c'est le circuit de distribution de la marchandise, de circulation de la marchandise, qui lui en fait est celui qui extrait la valeur et le pouvoir dessus. Mais je pense que c'est ça que disent les autres quand elle dit qu'il faut qu'ils se libèrent aussi un peu eux-mêmes, non quoi, que quand t'es coincé là-dedans, il faut sortir quoi. Après, cette valeur-là, elle leur est confiée par le pouvoir politique. Enfin, il y a des lois, il y a une loi Egalim qui, en théorie, devrait aider un petit peu au partage de cette valeur, et encore, elle n'est pas magnifique, mais il y a aussi une forme de collusion entre le pouvoir politique et ces grands acteurs-là. On peut tout à fait décider lors des négociations sur le prix du lait ou d'autres denrées d'avoir le pouvoir politique qui dit ça va pas se passer comme ça. Et nous, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la condition paysanne un peu de par le monde et la mise en concurrence, on a été il y a des moments où où les consommateurs ont senti en fait la précarité dans laquelle ils pourraient résider s'il y avait un problème de production. Au moment du Covid, dans toutes nos fermes, on a vu des files incroyables de gens qui venaient acheter du pain, des légumes, des fruits, des trucs. Là, au moment de la prise potentielle de Rungis par la coordination rurale, nous, il y a plein de gens qui nous parlaient de cette chose-là. Donc, je pense qu'il y a quand même chez les gens un sentiment de fébrilité par rapport à cette chose alimentaire. Et donc, moi, ça me remplit d'espoir parce que je me dis que finalement, on se rend compte que le pouvoir politique est en capacité, s'il le désirait, de réguler les choses sur lesquelles Aline vient d'insister. Du coup, et les gens, en fait, finalement, ils se rendent compte de leur fébrilité. Ils attendent quoi ? Nous, on a 86% des gens qui ont envie de manger bio. Donc, ils sont où, les gens ? Ouais, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Alors, la question des moyens, c'est autre chose. Pour nous, à la Confédération Paysanne, on a des propositions claires là-dessus. Si on veut que les gens puissent avoir les moyens, déjà, il faut augmenter les revenus et que ça suive l'inflation. On ne fait pas des réformes des retraites qui diminuent les pensions des gens si on souhaite qu'ils puissent avoir la possibilité de s'alimenter correctement. Et puis après, nous, on a une proposition qu'on partage, je pense, la plupart, c'est de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. C'est une proposition hyper concrète de créer une caisse de la sécurité sociale sur les questions alimentaires, à l'image de ce qui a été fait après la guerre, de créer une sécurité sociale qui couvrait les risques de santé, qui couvrait les risques de maladie, et la retraite bien sûr. Du coup, on crée on met en place une cotisation sur les salaires. Ça crée des caisses locales à l'échelle de bassins de 50 000 habitants. Ces caisses-là, elles discutent pour labelliser des productrices, des producteurs, des artisanes, des artisans. Et ça donne une capacité à chaque personne dans un foyer de dépenser 150 € par mois chez ces productrices, ces producteurs. Du coup, ça crée deux choses. Ça donne la possibilité à tout le monde, de manière universelle, de se nourrir. Du coup, sur un foyer moyen de 3 personnes, ça fait 450 €, alors que le revenu, la part dépensée dans l'alimentation, elle est aux alentours de 500. Donc, on est vraiment pas loin de couvrir l'intégralité en tout cas de la moyenne de dépenses alimentaires de ce foyer. Donc on permet à tout un chacun de se nourrir sans dire toi le pauvre tu vas avoir un coupon. Non, on va tous pouvoir de manière universelle répondre à nos besoins. Et en plus, ça crée un choc de demande qui est incroyable. Donc il y a une demande qui à nouveau est solvable et qui va du coup créer pas mal de choses pour les productrices et les producteurs. Et des gens qui aujourd'hui, comme le disait Manu, se posent même la question de revenir, alors qu'ils étaient passés en bio, de revenir en conventionnel parce que le bio ça paye moins. Si on leur dit en face de toi, tu vas avoir tout un bassin de population qui va avoir l'argent de venir à ta vente à la ferme et qui va t'acheter du pain, des pâtes, des légumes et des tisanes. Du coup, la proposition elle est là, ça fait quelques années qu'elle est travaillée.
si on a le pouvoir politique qui a envie de s'en saisir, il y a plus qu'à, quoi. Ça, ce que je veux dire, c'est une semi-blague, mais pour le coup très sérieux, c'est que en tant qu'urbain pauvre, par exemple, l'existence même du bio est humiliante. Quand tu dois nourrir par exemple plein d'enfants et que tu n'as pas beaucoup les moyens, tu te retrouves dans une situation où existent en fait deux régimes de nourriture, où un est très clairement, très nettement qualifié comme bon pour la santé, et l'autre très clairement et très nettement qualifié comme mauvais pour la santé. Et donc, c'est même pas pour toi, c'est pas pour tes enfants, tu te dis, ah mais est-ce que je vais aller leur acheter du pas bio ? Ben non, t'as pas le choix, t'es pris à la gorge, t'es obligé de racheter du bio parce que t'es un bon parent. Sauf que en fait, acheter du bio, ça coûte de fait beaucoup plus cher et tu peux pas toujours. Et donc là, en fait, la seule possibilité face à cet enjeu de marché et de contraction des revenus, etc., c'est soit te dire, finalement tant pis, je vais filer le cancer à mes gamins en leur donnant des mauvais trucs, soit en fait, je vole. Et en fait, nous, parmi les gens avec qui qu'on fréquente de manière massive, pour nous, magasin bio égale magasin vol. En fait, c'est là où on va voler parce qu'on veut évidemment le mieux pour nos enfants, mais on n'a pas les moyens de leur offrir. Et donc, c'est là que c'est le moment où en fait, la contrainte économique générale, en fait, elle pèse sur absolument tout le monde. Et donc, c'est pas juste un petit choix de combien vaut de machin. En fait, on est pris dans des contraintes économiques qui font que le bio produit plus ou moins deux espèces de circuits, un qui est acceptable moralement, l'autre inacceptable, mais celui qui est acceptable moralement implique de saigner, quoi. Et ça, c'est quand même pas rien. Mais c'est bien pour ça que c'est pas une problématique qui doit être prise en charge que par les consommateurs, voire pas par les consommateurs. C'est bien pour ça que c'est en fait à l'échelle nationale, internationale, qu'il faudrait que ça se gère. Parce que si le conventionnel est pas cher aussi, c'est parce qu'on ne paye pas le fait que justement ils pourrissent notre environnement, qu'ils détruisent notre biodiversité. Tout ça, c'est pas payé, c'est payé par personne. À l'heure actuelle, là, il y a 17% des nappes phréatiques en Ile-de-France qui sont en bon état chimique. C'est payé, mais après coup. C'est ça, c'est payé, c'est la sécurité sociale qui paye, c'est les agences de l'eau qui payent. Mais donc c'est nos impôts aussi, quoi. Donc en fait, on pourrait les réorienter vers autre chose. Clairement, ça peut pas être juste aux consommateurs de faire l'effort. Il y en a qui peuvent le faire, et ceux-là, il faut qu'ils le fassent, pour le coup. Et il y en a plein qui peuvent pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit beaucoup plus systémique et que ce soit pris en charge et pris en main par le gouvernement, typiquement dans des initiatives comme celle-ci. Après, peut-être juste pour nuancer, il y a quand même plusieurs études qui sont sorties qui prouvent que le bio en circuit court, c'est pas tellement plus cher que le supermarché. Parce que c'est capté, quoi. Donc c'est peut-être juste pour nuancer. En Ile-de-France, vous êtes plusieurs à faire du bio. C'est ça. Mais en fait, à faire du circuit court. Circuit court surtout. Je pense que là, c'est sûr que le bio de supermarché, ça reste très très cher. Après, dans les circuits courts, il y a quand même il y a plusieurs études qui ont montré que c'était pas tellement plus cher, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues là-dessus, en fait. C'est 15% moins cher UFC que choisir de l'année dernière entre le bio de supermarché et le circuit court sur fruits et légumes. Je crois qu'il y a Jade qui voudrait... Inscrivez-vous dans des maps. Vas-y, Jade. Non, mais merci. Non, mais je pense que ce qui est intéressant de comprendre, en tout cas dans les mouvements paysans, c'est de dire que le bio, c'est pas vu comme une part de marché, c'est-à-dire c'est pas on fait du bio pour des gens qui peuvent se payer du bio parce que c'est bien, que c'est mieux et que c'est une part de marché, et puis on file des produits de basse qualité ou produits de manière beaucoup plus industrielle à des gens qui n'auraient pas les moyens de se payer autre chose. C'est-à-dire, en fait, le bio, c'est un projet politique, c'est un rapport au monde, c'est un rapport au vivant, c'est un rapport à soi-même, à sa santé. C'est aussi une manière de se protéger soi-même, parce que je pense qu'on a... Enfin, je veux dire, clairement, les agriculteurs et les agricultrices, ça fait partie... C'est les plus exposés au risque... des produits qui manipulent, etc. Et du coup, je pense que nous, dans nos réseaux, et qui est un truc très fort, c'est de dire, mais en fait, la vision de l'agriculture paysanne et le bio, c'est une vision du monde, c'est un rapport au monde qu'on souhaiterait pour tous, et il y a ces projets qui sont portés de sécurité sociale et alimentaire, mais il y a aussi d'autres choses qui s'organisent de manière beaucoup plus locale, au sein des AMAP, au sein des réseaux, de réfléchir à comment c'est possible de donner une alimentation choisie aux personnes. Il y a toute une littérature qui existe là-dessus, et qui sont aussi des choses qui, localement, peuvent avoir des micro-existences, mais finalement, pour que ça arrive à une échelle beaucoup plus grande, il faut que ce soit un projet politique qui est porté par l'État. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas du tout... on est vraiment dans une vision de part de marché, et je pense que c'est un énorme problème. Enfin, du coup, ça reste une niche de privilégiés. Ouais, alors ça te tend. Waouh. C'est compliqué à entendre ce que tu viens de dire. Voilà, les magasins bio, c'est là où c'est on va l'organiser parce que trop cher, etc.
Non, c'est là où on va voler. Oui, où on va voler. Oui, je voulais pas reprendre le truc justement, parce que ça me. Alors, Pierre Rabhi disait une ville, un paysan, d'accord. Et en fait, on concentre. On est en Île-de-France, malheureusement. Donc, on concentre une population à un endroit où on a vidé les campagnes, et on a concentré tout le monde à un même endroit. Et tout ce monde-là, faut le nourrir. Donc, évidemment, vous n'allez pas pouvoir tous venir acheter des produits en direct chez les paysans. Mais la vraie valeur de la nourriture je pense, de demain, parce que à un moment donné, dans les villes, ça va être compliqué avec la modification du climat, c'est de retrouver ce qu'on a retrouvé pendant le Covid. Alors à Paris, je ne sais pas comment ça marchait, le truc, mais nous, on a très vite vu que les gens s'étaient réapproprié le chemin des fermes et avaient retrouvé bizarrement que, effectivement, une ferme, ça sert à produire. Enfin, c'est là pour produire de la nourriture. Il y a certains qui ont réoublié après. Hein. Ah bah très vite, comme les étourneaux. Les choses, là, ils sont repartis dans les grandes surfaces. Mais juste le mode de vie qui a été choisi depuis des lustres et qu'on continue de concentrer. L'Île-de-France en est le parfait exemple. On concentre plein de gens au même endroit et on achemine la nourriture. Comment ? C'est qui le on ? Bah, le on, pour le coup, là, très clairement, c'est nos gouvernements successifs en France, très clairement, qui ont fait cette concentration sur l'Île-de-France et qui continuent en plus. Hein. J'en suis une des premières victimes sur le plateau de Saclay où on a mis toutes les universités là. Pour le classement de Shanghai, c'est très important. Vue d'avion, c'est important de voir que c'est là. Voilà. Du coup, on est dans le classement de Shanghai à je sais pas quel 15 ou 16. Ils sont ravis parce qu'on est rentré dans le Ouais, mais mal en plus, je crois. Ouais, mais mal parce qu'en fait, 30 ou 40. Elles s'entendent pas entre elles, les universités, c'est bizarre quoi. Enfin, mais bref. on est quand même rentré. Mais on a bétonné à 20 km de Paris, on a bétonné 300 hectares de terres agricoles. Et du coup, ce qui est important de noter, c'est que le Covid a montré que plein de gens sont repartis vivre à l'extérieur, sont repartis vivre à la campagne. Et plus on va retourner sur un système comme ça, plus on va redistribuer de l'économie, pas juste sur l'Île-de-France, mais un petit peu partout, et que les gens vont pouvoir s'approprier une nourriture chez les agriculteurs ou chez l'artisan et pas la grande distribution. Et là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez manger des produits bio, nourrir vos enfants et continuer de partir en vacances sans aucun souci. Enfin, je veux dire, en t'entendant tout à l'heure, je dis waouh, je respire. Le pain bio, chez nous, il vaut 5,20€ le kilo. 5,20€ le kilo. La baguette un petit peu tradie, machin bidule, elle est à 1,20€. Donc ça fait 4,80€ le kilo. Donc pour juste 40 centimes de plus, tu as un pain qui non seulement ne sera pas dur le soir, mais va pouvoir te nourrir pendant toute la semaine. Donc c'est juste ça aussi. Quelle est la qualité de l'aliment que tu achètes ? Ok, tu l'achètes plus cher, mais il te nourrit comment ? Il te nourrit totalement différemment. Donc voilà, je ne vais pas faire la promotion des produits bio, juste c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui qui, à mon sens, doit évoluer et doit changer. Et il changera radicalement, de toutes les façons. Ouais, moi je voudrais bien insister là-dessus parce que, à force de répéter le bio c'est plus cher, on peut pas se le payer, tout le monde est convaincu que le bio c'est plus cher et qu'on peut pas se le payer. C'est pas vrai partout, c'est pas vrai pour tous les produits, c'est pas vrai dans tous les circuits. Donc à un moment donné, il faut que les gens le sachent aussi et l'apprennent que la nourriture on la trouve dans différents endroits, dans différents circuits et que y a plus ou moins de gens qui se payent sur la bête selon le circuit quoi. Donc moi personnellement je vends mes légumes sur les marchés. Donc bon voilà, les marchés de plein vent c'est un monde en soi. Mais moi j'ai l'occasion de comparer ce que je fais avec au moins tous les autres gens qui vendent sur les marchés. Et moi ça m'arrive souvent en fait que mes propres clients ils me disent mais c'est fou, au moins sur une partie de ce que je fais, on me dit que je suis même moins cher que les producteurs qui sont pas en bio. Qui en tout cas sur les marchés en région parisienne ont pris l'habitude de pas mal monter les prix sans doute. Et non seulement c'est pas forcément plus cher, c'est même des fois moins cher, mais par-dessus tout c'est bien meilleur. Donc je veux dire, la qualité de ce qu'on fait, la qualité de l'alimentation qu'on produit, je sais pas si ce serait possible techniquement, mais si on pouvait faire un rapport qualité nutritionnelle sur le prix, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur à quoi on donne de la valeur en fait. C'est quoi qui a de la valeur en général pour les gens dans notre société, c'est quoi qui est important. Et je pense que si on veut qu'il y ait d'une manière générale en Ile-de-France
pour rester sur l'Île-de-France, parce que moi, je peux pas produire une analyse au-delà de la zone où moi j'agis. Il faut plus de l'agriculture qu'on défend nous, qui est une agriculture paysanne, c'est une agriculture de fermes de petite taille qui ont vocation à faire une agriculture vivrière qui est là pour nourrir les gens du territoire où la ferme se trouve. Et ça, en Île-de-France, il y en a très très peu. L'agriculture qui est dominante dans cette région, c'est les grosses exploitations céréalières, etc. La plupart des hectares cultivés en Île-de-France nourrissent pas les franciliens. Et c'est une aberration. Donc ce dont on a besoin, c'est d'une politique volontariste pour soutenir les installations. En fait, il faut plus de fermes, il faut plus de paysans, il faut plus de fermes. Et il faut plus de fermes dans ces modèles-là, qui sont des modèles qui visent à nourrir les gens, y compris à les nourrir d'une manière saine, écologique et abordable. C'est complètement possible, nous on le fait. Donc, il n'y a pas de raison en fait. Donc, il y a des mantras qu'il faut arrêter de répéter. Genre, le bio c'est pour les riches, mais arrêtez, le bio c'est ce qui va tous nous sauver en fait. Et puis c'est vrai que pour les riches, si on continue sur ce que vous disiez, faut réaliser là comme c'est violent pour des paysans d'entendre ça. C'est-à-dire que le budget alloué à l'alimentation, il y a quelques décennies, il était de plus de 50%. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Donc finalement, ça a été un choix de la société de dire je vais pas mettre d'argent dans la société, dans ce que je mange. Et donc du coup, je vais forcément moins payer ceux qui produisent ce que je mange. Je comprends que ce soit pas un choix individuel de tout un chacun, mais c'est quand même un choix de la société d'aller vers une nourriture qu'on va moins valoriser. Donc nous, ce qu'on pose comme question, c'est on va pas être la variable d'ajustement de ce choix-là. Et quand est-ce que cette société, elle se réveille un peu? Est-ce que ce qu'on vient de vivre avec ce niveau de solidarité qui était témoigné pour les colères paysannes, là on était à 80% de gens qui soutiennent le mouvement et tout, comment est-ce que cette société, elle se retourne vers les gens qui conduisent par exemple les gouvernements pour dire pourquoi est-ce qu'on continue à avoir de la pub pour toujours moins cher? Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des grandes et moyennes surfaces qui ont le droit de s'installer un petit peu partout? Tout ça, c'est du domaine du législatif ou du réglementaire, donc en fait, on peut avoir la main dessus. Mais du coup, en fait, faut pas demander aux paysans de faire de faire ce qu'ils peuvent pas faire, en fait. Ouais, et cette question du pourcentage du revenu des gens qui est consacré à l'alimentation, ça met en perspective aussi qu'est-ce qui coûte vraiment cher dans la société aujourd'hui et pourquoi. J'ai lu pas plus tard que ce matin, je crois, que Total Energy vient d'exploser tous ses records de profit historiques en 2023. Là. L'essence a jamais été aussi chère à la pompe qu'en ce moment. Par ailleurs, le logement, je sais plus qui parlait du logement, c'est toi qui disais à Paris on peut plus se loger. Ça aussi, ça a pris des proportions complètement délirantes depuis une quinzaine d'années, la crise du logement. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Parce que, je veux dire, si on réfléchit à l'échelle de l'économie d'un ménage, est-ce que c'est normal qu'on doive consacrer une telle proportion de son revenu aujourd'hui juste pour avoir un toit sur la tête, et que quand les comptes sont faits à la fin du mois, il n'y a plus de quoi se nourrir correctement? Enfin, je veux dire, ça, c'est pas de notre faute. Enfin, nous, c'est pas d'un... Enfin, voilà. Juste pour être vraiment clair, quand je disais que le bio en tant que consommateur était un scandale, le but était évidemment pas de le reprocher aux producteurs de bio. C'était pour dire que, en fait, à mon avis, il y a un danger dans le discours qui consiste à dire si les consommateurs décident que finalement ils peuvent mettre plus de machin, parce que de fait les consommateurs, tout comme les paysans, tout comme en fait chaque acteur du monde économique, machin, décide de peu de choses. Et de fait, alors je veux bien entendre que tel ou tel produit peut être dans telle circonstance moins cher, etc. Mais il s'avère qu'on vit dans un monde particulier qui s'appelle le capitalisme, avec un marché, et le marché fait que, en fait, nous, les gens, les travailleurs lambda comme nous, en fait, on essaye d'économiser tout ce qu'on peut et de dépenser moins. Enfin, le fonctionnement du marché. Vrai souci
aussi c'est ce truc bizarre qu'est le capitalisme et qu'on peut pas toutes les espèces d'aberrations que produit le capitalisme, on peut pas les renvoyer à des choix, on peut pas les renvoyer soit au choix du consommateur qui lui pourrait mais mieux c'est pas des choix, c'est des choix politiques. Enfin, l'agriculture, elle a été massivement subventionnée par la PAC. C'est pas les lois du marché qu'on fait qu'aujourd'hui les productions agricoles sont pas payées au prix qu'elles coûtent. C'est la loi du marché qui fait qu'un consommateur va acheter ce qui est le moins cher. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, les politiques de prix auxquelles on est arrivé aujourd'hui, elles sont le fruit de politiques qui ont été volontaristes. Et donc du coup, on pourrait très bien avoir des politiques différentes qui aboutiraient à des prix différents dans la réalité des vrais gens qui choisissent en fonction des prix. Moi je suis assez d'accord sur l'idée qu'on pourrait très bien avoir des prix différents, une autre forme de rémunération, un rééquilibrage, etc. Mais il y a quelque chose qui me paraît aussi matériel dans les rapports de force avec justement l'agro-industrie, avec même les États, voire avec l'Europe, comment elle décide ses politiques, ses policies pour l'agriculture, c'est que d'une certaine manière, il y a une sorte de paradoxe, puisque ce que vous présentez comme un modèle qui, moi je l'accepte totalement, enfin je trouve que c'est effectivement l'avenir, mais en même temps, il y a une augmentation de la population européenne, de la population en général, et une diminution drastique du nombre d'agriculteurs. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe là-dedans, et ce que vous proposez, c'est forcément une augmentation massive du nombre de paysans. Mais énorme, je me souviens, Atelier Paysan, il revendique quand même un nombre qui n'a rien à voir avec les 500 000 paysans. 400. Comment 400 000. 400 000. On veut 1 million. Et en fait, ce à quoi j'aboutis, c'est que j'ai l'impression que une des raisons peut-être pour laquelle les paysans, enfin les agriculteurs, enfin voilà, sont si mal payés et que d'une certaine manière, ils sont payés de manière paradoxale du point de vue du capitalisme, puisqu'il faut au moins payer la reproduction de sa propre force de travail. Or là, ce que vous nous dites, c'est que les gens n'ont même pas la reproduction de leur propre travail, ils sont payés moins que ce qu'ils ont besoin de dépenser pour pouvoir produire. Donc il y a vraiment une sorte de tendance vers l'anéantissement, genre au niveau capitaliste. Genre vraiment un anéantissement du paysan ou de l'agriculteur. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'ils survivent, il y a quoi ? Il y a la PAC, il y a la politique agricole commune, il y a l'Europe qui fonctionnarise les agriculteurs, au sens où ça devient des fonctionnaires de l'Europe. Et ça compense ce que les capitalistes, eux, prélèvent, mais drastiquement, violemment sur les corps et sur les pratiques. Et du coup, moi, ma question, c'est... mais comment on fait pour avoir un rapport de force, étant donné qu'il y a cette espèce de piège mécanique qui est que, d'un côté, il y a de moins en moins de gens, mais physiquement, genre de moins en moins de paysans, d'agriculteurs, qui peuvent physiquement bloquer, faire pression sur des gouvernements pour réorienter les politiques en général, et que ceux qui peuvent le plus, c'est ceux qui ont les gros tracteurs, et ceux qui ont les gros tracteurs, ils sont pas nombreux, mais ils ont pas beaucoup de tracteurs, et ils sont à la FNSEA. Et donc, en gros, là, c'est vraiment une question un peu gênante et un peu dérangeante, parce que c'est une question qui ne porte pas la question sur les mentalités des consommateurs, et sur ce qu'ils veulent, et ce qui est vraiment bon pour eux, mais qui pose la question des rapports de force matériels. Récemment, en 2020 ou 2021, en Inde, il y a eu un phénomène absolument spectaculaire, vraiment très enthousiasmant. Il y a eu 250 millions, donc plus de la moitié de l'Europe, enfin à peu près, de paysans, agriculteurs, etc., qui se sont levés contre les réformes de libéralisation de l'agriculture faites par Narendra Modi en Inde. C'est probablement les grèves, les manifestations les plus suivies de l'histoire mondiale. 250 millions, on n'imagine même pas ce que c'est. Là, il y a eu un retrait, un recul du gouvernement, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en Europe où il y a si peu de gens ? Et donc, vraiment, c'est une question très ouverte, mais s'il y a si peu de gens, est-ce que c'est pas justement une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, ceux qui s'endettent, ils sont sous la pression de la dette, et ils se font avoir, et vous acceptez de ce régime-là, mais c'est lent, c'est progressif, ça prend du temps, bref. Quelle solution vous avez à cette idée de antagonisme quasi physique ou matériel ? Voilà, donc peut-être que ça a duré trop longtemps cette question, je suis désolé.
Non, mais l'installation des... C'est moi. C'est moi qui ça me paraît tellement évident. En tout cas, les revendications qui sont portées par les structures d'organisations paysannes, c'est de dire que nous, notre objectif à 10 ans, c'est d'accompagner à l'installation d'1 million de personnes. Et je pense que cette question que tu poses là, elle est forcément liée avec la question qu'on pose avant, de la question de la rémunération, et je pense que c'est un truc qui est intéressant qu'on développe après sur les cas concrets des personnes qui sont ici, qui se sont un peu extraites de ce modèle dominant pour faire des modèles différents, mais c'est de dire que, en fait, si on a autant de mal, enfin, déjà, ça a été un projet politique gouvernemental d'agrandir les fermes, de plus mécaniser, de réduire la population agricole, d'envoyer les gens en ville, faire des métiers de l'industrie, puis du tertiaire, etc. Et aujourd'hui, cette machine, on n'arrive plus à l'arrêter. La machine de l'agrandissement, c'est-à-dire que la plupart des terres partent au rachat les fermes sont de plus en plus grosses, avec de moins en moins d'actifs agricoles par hectare, ce qui fait que, de fait, le nombre d'actifs agricoles a fondu. Et aujourd'hui, c'est très dur d'opérer ce renouvellement des générations parce qu'on l'a dit, il y a des problèmes énormes sur à quel prix en fait on choisit de faire ce choix martyr et sacrificiel, potentiellement en tout cas dans l'imaginaire collectif, de nourrir le monde finalement. À quel prix et au fruit de quels arbitrages ce truc-là est possible. Et donc nous, notre enjeu, c'est à la fois de dire aux gens c'est indispensable, c'est essentiel, c'est merveilleux, ça questionne notre rapport au vivant, notre rapport au capitalisme. Fondamentalement, si tu fais l'agriculture paysanne, tu peux pas t'inscrire dans une vision néolibéraliste du monde, ça ne peut pas marcher en fait. Et du coup, pour toutes ces raisons, c'est hyper intéressant et allez-y. Et en même temps de dire, moi je vis ça tous les jours dans mon travail quand j'accompagne des personnes à faire ce type de projet, de leur dire attention, équipez-vous bien, rendez-vous bien compte de ce dans quoi vous vous lancez, et de dire très concrètement qu'en fait si t'as 15 personnes à charge, pas de capital et potentiellement déjà 45 ans, bah en fait est-ce que c'est possible de se mettre dans ce type de situation là à titre individuel, et à quel prix les gens mettent en jeu leur propre sécurité personnelle pour défendre une vision politique qui, encore une fois, ne doit pas être défendue à l'échelle individuelle, et on doit créer collectivement des conditions qui sont des meilleures conditions pour l'installation du plus grand nombre. Et voilà, et ça revient un peu sur ce que disait Manu tout à l'heure, c'est-à-dire que bien sûr, sortir du modèle agro-industriel, ça peut pas se faire avec le nombre d'effectifs qu'on a aujourd'hui en agriculture, ça n'existe pas. Il faut déspécialiser les territoires, restructurer les fermes, aller vers... aujourd'hui, tout l'élevage est concentré dans un coin, la grande culture dans un autre. Même agronomiquement, ça n'a aucun sens. Ça induit des problèmes environnementaux qui sont dramatiques. Et du coup, c'est un peu... en tout cas, moi, de ma position, c'est comme marcher sur un fil. Et l'idée, de toute façon, c'est qu'on peut opérer ce changement de paradigme du modèle agricole dominant que si on est plus. Et vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et voilà. Et moi, pour finir de répondre à ta question, ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut être plus, comme dit Jade, mais aujourd'hui, on n'est pas encore plus, et on peut pas attendre, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est content de vous parler, c'est pour ça qu'on sort de nos fermes. C'est parce que en fait il faut qu'on fasse une alliance en fait pour changer ce truc, parce que tout ce que disait Jade sur la déspécialisation, sur ça implique sur les transmissions, ça implique des décisions fortes au niveau politique. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit un peu tous depuis le début, mais du coup pour ça, vu que dans le corps électoral on représente pas grand chose, et même parmi les fermes on représente pas grand, ça avance, mais du coup on a besoin de faire cette alliance, puisqu'on a quand même l'impression que la société attend des modèles comme ceux qui sont là. Donc du coup, le truc, c'est comment est-ce qu'on est un peu plus intelligent ensemble pour construire des alliances, faire passer des idées, se mobiliser, quoi. Parce que ça va venir, on est de plus en plus, et là quand même, Jade le voit bien tous les jours, les nombres d'installations, ça... Là, Carrément, ça augmente. Et puis moi, du coup, très clairement, mon métier, c'est d'accompagner des personnes qui voudraient créer des fermes paysannes bio en Ile-de-France. Et je vois bien que c'est quelque chose qui suscite un fort intérêt, que c'est pas juste une mode de bobo privilégié, que ça répond à énormément d'enjeux. L'enjeu potentiellement de sortir du salariat, qui est un milieu qui est pas forcément épanouissant pour grand monde. L'enjeu de faire quelque chose en lien avec le vivant, de sortir de boulot où quand on a envie de faire de l'écologie, on se retrouve parfois à remplir des tableaux Excel pour répondre à des normes RSE qui, je pense, sont épanouissantes pour à peu près personne. Donc voilà, et je pense que un dénominateur très fort de l'agriculture paysanne, c'est d'avoir envie d'accueillir sur ses fermes, d'ouvrir sur sa ferme. La vente directe, c'est un premier pas, mais cette question de la resocialisation aux enjeux du monde agricole et de comprendre que quand c'est plus cher, on se fait pas juste carotter, mais peut-être que...
réavoir accès à ces espaces-là dont on est complètement coupé pour pouvoir discuter avec des gens, nourrir ses réflexions, etc. Où est-ce qu'on crée ces espaces-là? En fait, ils sont quasiment inexistants, surtout quand on est en ville. Et je trouve que c'est aussi un engagement hyper fort, en tout cas des fermes avec lesquelles moi je travaille, c'est d'accueillir des gens qui ont... globalement, qui au départ, quand ils démarrent leur parcours, sont très ignorants de la question de l'agriculture et arrivent avec des vidéos YouTube en tête et un livre sous le bras, quoi. Voilà. Moi, j'ai commencé comme ça. On est pas mal dans les nouveaux paysans à avoir commencé comme ça, en fait. Mais justement, et c'est peut-être une façon de rebondir sur ce que disait Jade et peut-être du coup de repartir un peu plus sur nos expériences personnelles, mais je crois qu'il y a effectivement aussi une sorte de mythique de les agriculteurs qui travaillent tous comme des chiens et ils n'arrivent pas du tout à en vivre et ils travaillent tous 80 heures par semaine. Je vais parler de moi parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Moi je dois travailler entre 35 et 40 heures par semaine. Je suis double active, je suis journaliste à côté. En tout, le revenu que je me tire à l'année c'est entre 30 et 40 000 euros. Donc non, en fait, il y a vraiment possibilité de faire autrement. J'ai construit mon modèle comme ça. Alors ça pose des tas de questions de légitimité, de genre peut-être que je suis pas vraiment une agricultrice parce que je galère pas, mais en vrai, j'ai fait le choix d'avoir une double activité. Clairement, je passe beaucoup plus de temps sur mon métier agricole et je gagne beaucoup moins bien ma vie dessus. Je me paye quand même au-delà du SMIC, mais quand même. Mais mon modèle fonctionne comme ça, il a été conçu comme ça. Il me permet en plus une vraie flexibilité parce que ma ferme elle a 5 ans, mon enfant il a 2 ans et demi. Donc il y a eu tout un moment où il a fallu réussir à tenir les deux et faire survivre les deux en même temps. Donc ça a pris de travailler un peu plus en journaliste, un peu moins en agricole. Là je rebascule dans l'autre sens. Et maintenant que tu gagnes assez, pourquoi tu viens pas habiter à Paris? Mais grave, j'adorerais ça. Non, j'ai vécu à Paris, c'était le Graal. Mais ce fut difficile. Ouais, je n'ai pas du tout envie de revenir sur Paris. Non, je suis très bien là où je suis. Mais vraiment, il y a aussi des tas de modèles à inventer, en fait. Enfin, personne ne nous oblige à venir s'enfermer dans un truc où on va se payer 500 balles en ayant travaillé 90 heures dans la semaine et en étant hyper dépendant d'une coopérative et en finissant par se suicider. Enfin, je veux dire, c'est quand même une des professions où il y a le plus de suicides professionnels, quoi. C'est un vrai problème. Et globalement, c'est pas dans les gens qui sont en circuit court que ça se passe, quoi. Et c'est... Je vais m'arrêter là. Mais moi, je pense que c'est une force possible du fait que, en Ile-de-France, en tout cas, il y a beaucoup de gens cherchent à s'installer qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui sont issus d'autres milieux et souvent des milieux socio-économiques plus favorisés, en fait. C'est que nous, on arrive avec des normes de ce qui est censé être le travail et le revenu, qui sont peut-être pas celles auxquelles les générations de paysans ont été habitués malheureusement depuis 60 ans maintenant, et que nos populations à nous, on est un peu plus susceptibles justement de vouloir réinventer les modèles, de vouloir peut-être pas travailler 60 heures par semaine et pas essayer de survivre avec 500 € par mois. Donc ça, plus on sera nombreux aussi à avoir fait ça, et on est tous là pour prouver que c'est possible. Moi, clairement, dans mon parcours personnel, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture, ça m'a intéressée pour des raisons un peu grandioses, comme on a pu en parler, nourrir le monde. Enfin, j'avais bien vu cette histoire de les campagnes sont désertées, il y a de moins en moins de paysans. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est parmi tous les engagements qu'on peut avoir, ça paraît un truc quand même un peu vital. Donc je me suis intéressée à ça pour ça. Mais moi, je partais de rien, j'y connaissais rien. J'avais personne autour de moi qui avait à voir ni de près ni de loin, non seulement avec l'agriculture, mais même avec la campagne. Je réfléchissais depuis Saint-Denis à ce moment-là. Donc moi, j'ai fait tout ce parcours, et c'est en le faisant, en allant voir des fermes, en rencontrant des paysans, en me formant par la suite professionnellement, et puis au bout du compte en créant ma ferme moi-même, que j'ai pris la mesure de tous ces enjeux et de la capacité d'agir qu'on a sur ces enjeux-là. Oui, mais ça rejoint complètement la question que je voulais poser et qui revenait un peu sur ce que tu avais dit par rapport au fait que le bio c'est cher, etc. Et si c'est aussi une croyance, si c'est aussi quelque chose dont on pourrait se rendre compte que finalement, en prenant certains chemins, en allant voir dans certains endroits, c'est pas forcément le cas, et que c'est possible de mieux se nourrir en rémunérant bien les gens et sans forcément dépenser beaucoup plus d'argent. Quel pouvoir est-ce que vous avez aujourd'hui tous
tout l'aspect social et tous les enjeux de rapport de classe qu'il y a dans le rapport que les gens ont à leur alimentation et comment est-ce que vous envisagez cette question, ce fait que bien se nourrir soit plus seulement un truc de bobo, quoi. C'est est-ce que vous avez de l'espoir? C'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est les consommateurs. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez... Nous, ce qu'on voit dans notre expérience au quotidien, nous on est en milieu rural, sud extrême de l'Essonne, et du coup les 3 groupes de familles qui sont en partenariat avec notre ferme, c'est une sociologie vraiment type Eure-et-Loire, Loiret, avec des niveaux de revenus qui n'ont rien à voir avec ce qui se pratique en petite couronne et encore plus à Paris. Et du coup pour nous c'était un vrai questionnement. Est-ce qu'on va réussir finalement à commercialiser notre production dans une zone où les gens n'ont pas trop d'argent, alors qu'on va leur proposer un coût de l'alimentation qui est le vrai coût et pas quelque chose qui dépend de subventions, parce qu'on n'en a quasiment pas. Et en fait, on se rend compte que les gens adhèrent, quoi. Et que comparativement, enfin on l'a tous dit un peu, nous notre panier, le prix de nos légumes, c'est moins cher bien entendu qu'à Carrefour, mais il y a des adhérents qui ont comparé, c'est moins cher qu'à Lidl. Donc en fait, si tu regardes vraiment, ça coûte moins cher. Par contre, ça requiert un changement important de tes habitudes de vie, parce que du coup, ce que tu vas aller chercher dans un supermarché, ça va potentiellement être un petit peu plus préparé ou épluché, et donc du coup, ça veut dire que ça va entraîner chez les gens de, par exemple, prendre le dimanche matin pour éplucher, cuisiner. Ce qu'on réalise, c'est que en fait, il y a les gens qui adhèrent à ces systèmes-là, ils sont contents en fait de modifier leur vie. Et nous, c'est ce qui nous fait hyper plaisir, en fait. Quand des gens nous disent, avant, le dimanche matin, on glandouillait, on allait sortir dans des magasins, des machins. Aujourd'hui, en fait, maintenant, entre guillemets, à cause de vous, on est obligé de se mettre en famille et de préparer les légumes. Mais c'est incroyable. Du coup, pour nous, c'est encore mieux qu'un revenu, de se dire qu'on crée des changements chez les gens qui font qu'ils adhèrent finalement à passer moins de temps sur des écrans ou à aller acheter des trucs, mais à cuisiner et à prendre plaisir. Et donc du coup, on se rend compte, pour revenir sur la question du revenu, que les gens ils vont aussi venir chercher une expérience chez nos fermes. Oui, on n'est pas plus cher, mais surtout on est mieux parce que on va bénéficier de contact avec les gens. Quand on vient chez nous dans les distributions AMAP, en fait il y a des gens qui oublient leur panier, parce qu'en fait ils viennent chercher leur panier et puis ils discutent avec un tel, avec la productrice, avec le producteur, machin, et ils partent parce qu'ils ont eu un moment social. Et ils ont presque oublié en fait qu'ils venaient là pour se nourrir. Bon, après ils reviennent, ils prennent leur panier, mais du coup ils viennent aussi parce que nos fermes, elles créent du lien sur les territoires. Nous, on a une association qui s'est créée autour de la ferme. On va faire 7 spectacles là, cette année, concerts, spectacles, danse, et du coup les gens viennent à la ferme et en adhérant à prendre un petit panier de légumes ou des tisanes ou des compotes, et en fait ils ont beaucoup plus que de l'alimentation. Et c'est pour ça que nous aussi, notre génération de paysans qui sont pas forcément fils ou filles de paysans, on considère qu'on a vraiment ce deuxième rôle aussi à jouer d'animateur de nos territoires, quoi. Et le fait que pas mal de nous autour de la table là aient eu des vies d'avant, ça nous permet de proposer des trucs sur les territoires et d'amener des choses aux gens, mais surtout d'en tirer une satisfaction énorme, quoi. Nous on est très contents de notre revenu, on se paye 1850 € net chacun, on part en vacances, on a 5 semaines, notre vie nous plaît, mais ce qui nous stimule le plus, c'est d'être des acteurs de ce territoire-là, quoi, et de se dire qu'il y a des gens qui mangent, mais au-delà de ça, on leur amène plein de choses, quoi. Et je pense que c'est aussi ce deuxième rôle de l'agriculture qui fait qu'il y a tant de gens qui toquent à la porte de Jade et qui derrière font des stages dans nos fermes pour devenir paysans ou paysannes. Je pense que dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de constructions sociales quand même qui demandent à être déconstruites et passer des barrières. C'est vrai que là, quand on voit
les barrages, c'est que des mecs, gros tracteurs, barbecue, tout ça, bon, ça fait peur. Moi, la première, quand je me suis lancée, et après, tout ça, c'est, enfin voilà, faut le déconstruire et passer, c'est, voilà, riche, pauvre, machin, comme ça, enfin, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, quoi. Et Jade est là pour déconstruire. Elle nous accueille et que voilà, elle nous insère dans le milieu, bah après, c'est bon, c'est parti, quoi. Parce que c'est elle que vous devez contacter et tous sortir de Paris. Aïe, quel projet. Là, dans tout ce que vous avez dit, il apparaît quand même que vous êtes un peu une minorité dans la minorité. C'est-à-dire que vous êtes une minorité parce que dans le milieu agricole, vous êtes minoritaire au sein du milieu agricole parce que vous êtes dans le bio et plutôt cool politiquement. Et du coup, vous êtes un peu des ultra-marginaux. C'est ça, c'est con politique. C'est comme. C'est quoi? C'est aligné avec lui. Ah, c'est nous. Mais quoi, vous êtes ultra-marginaux, c'est pas au sens négatif, hein, juste au sens factuel. Et vous dites beaucoup qu'il y a un rôle, ce que vous appelez le consommateur, clairement, la personne qui mange finalement, qui a cette responsabilité notamment de démarginaliser, entre guillemets, et votre mode de travail, de production, et même votre profession en elle-même. Mais il y a aussi une sorte de lutte intestine au sein du milieu agricole quand même, où finalement, vous dites que vous voulez plus d'agriculteurs, mais pour avoir plus d'agriculteurs, est-ce que ça... Enfin, la question d'échelle se pose aussi, la question de la sectorialisation se pose aussi. Est-ce que ça veut pas dire aussi que plein d'agriculteurs qui existent actuellement doivent renoncer aux superficies énormes à une centaine d'hectares? Est-ce que ça veut pas dire aussi... Reprise de terre. Mais est-ce que ça pose pas cette question, voilà, est-ce qu'il ne faut pas une limitation dans l'étendue que peuvent prendre les superficies agricoles? Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que la sectorisation parfois trop régionalisée doit aussi être mise à bas et avoir une plus grande variété locale sur de choses? Enfin, la question de l'échelle et du secteur se pose. Et juste, je rajoute le fait que sur la Télépaysan, on voit apparaître la question de la souveraineté technologique et de l'appropriation de ces instruments de travail, mais au sens littéral, voire même leur production à la base. Et du coup, moi, je rajoute juste cet élément-là qui est comment vous faites pour je sais pas, aller rencontrer un fonctionnaire de la PAC et lui dire, un agriculteur, et lui dire, il y a moyen de te rendre souverain technologiquement, de trouver un champ, enfin bref. Voilà. Comment ça fonctionne cette transition-là? Est-ce que ça existe ou c'est que des gens qui viennent de la ville et qui vous rejoignent? Est-ce que ça passe entre agriculteurs ou... Vas-y. Plein de questions à la fois. Ouais, alors pour répondre à ta question sur effectivement essayer de ne plus faire avaler une ferme par une autre, quoi. Nous, on est dans cette démarche avec mon épouse. Dans 5 ans, on devrait arrêter. Nos enfants ne reprennent pas. La ferme fait 220 hectares. Et du coup, on est dans la recherche. Notre idée, au départ, c'était de trouver un collectif de paysans, maraîchers, petit élevage, ou gros élevage, arbres fruitiers, etc. Chacun ayant sa compta, partageant un même bâtiment, partageant un magasin de producteurs. C'était ça l'idée. On travaille dessus depuis, ça fait quasiment 3 ans maintenant. On ne trouve pas. On ne trouve pas parce que la difficulté, c'est de trouver des gens qui soient un petit peu ancrés sur terre, c'est-à-dire pas avec... juste une vision idyllique de l'agriculture, mais l'agriculture, il y a aussi la vision de faut mettre les mains dans la terre, faut travailler, et il faut surtout un budget de départ, quoi. Et donc c'est extrêmement difficile, mais nous on adorerait, c'est notre projet. Pour faire simple et court, si on voulait partir là maintenant tout de suite, on va voir 2 de nos voisins, on leur dit tu la veux la ferme? Ils vont faire le chèque qui va très bien, qui va très très bien. Ils vont repasser la ferme en chimie et puis nous on est en vacances. Ce que vous appelez chimie, c'est en opposition au bio, du coup, c'est ça? En conventionnel, en agriculture conventionnelle. Donc évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et on passe des heures et des heures de réunions de candidats qui nous sont envoyés. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que on se rend compte que ce sont les nouveaux les nouveaux paysans de demain, ce sont eux, mais sans il n'y a pas de budget d'installation, donc ça veut dire qu'il faut aller courir après des budgets. La difficulté chez nous, c'est que les bâtiments ne sont pas à céder avec la ferme. Les bâtiments ils sont dans le village. Et ils appartiennent à une indivision et les autres de l'indivision me disent
c'est quand t'as retraite qu'on vende tout et qu'on tire un chèque. Donc voilà. Donc c'est cette difficulté-là. Et à un moment, j'ai tapé du poing sur la table en disant aux quatre qu'on avait devant nous, en disant mais c'est pas à moi de vous monter le projet, c'est à vous d'aller voir la mairie, à vous de... Moi, je vous accompagne, mais c'est pas mon projet, c'est le vôtre. Et c'est cette vraie difficulté qu'on a d'avoir des candidats avec qui on monte quelque chose et on va jusqu'au bout. Mais, pour revenir à la question du départ, la ferme, 220 hectares, à mon avis, on peut mettre 10 paysans, sans problème. Peut-être pour compléter ta réponse, Manu, en fait, il y a un vrai écart aujourd'hui entre des personnes qui ont des projets dits alternatifs, j'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas bio, paysans, etc., qui ont pris la brèche pendant longtemps de la posture de la micro-ferme, de se mettre dans les interstices de là où c'était possible pour eux et pour elles, parce que c'est aussi des espaces qu'on leur a laissés, donc c'est-à-dire s'installer sur des petites surfaces en faisant des projets avec des faibles investissements pour se tirer un revenu, parce que c'était compliqué d'accéder à de l'emprunt bancaire, etc. Et de l'autre côté, on est face à une pyramide des âges en agriculture où, en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'agriculteurs qui sont dans la situation de Manu, c'est-à-dire qui partent à la retraite dans 5 ans, c'est 50% des effectifs qui, on l'a vu déjà précédemment, sont déjà très bas. Donc ça pose la question de se dire, ok, donc il y a eu ce mouvement, enfin voilà, ce retour à la terre de personnes qui se sont saisies de l'espace de la enfin en tout cas des petites surfaces pour accéder à ces territoires-là parce qu'ils étaient non issus du milieu agricole. Maintenant, il y a cet appel d'air énorme devant nous de toutes ces terres qui vont partir à la transmission. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces fermes-là qui sont comme la ferme de Manu, comme plein d'autres fermes, des fermes moyennes, pas des fermes de 5 hectares, des fermes de 80 hectares, enfin 120 hectares en moyenne. En Ile-de-France, une surface moyenne, c'est 120 hectares. Et aujourd'hui, quand on veut faire du maraîchage biologique sur petite surface en AMAP, 120 hectares, ça ne correspond pas à un projet de reprise. Et du coup, comment on pense de nouvelles manières de reprendre ces terres-là, en faisant du collectif, en revenant sur des systèmes de polyculture élevage, où on déspécialise les fermes, avec, comme l'a dit Manu, une partie peut-être de maraîchage, d'arbo, garder une partie en grande culture pour faire de la transformation à la ferme, de pain, de farine, etc. Peut-être remettre des animaux, etc. Mais ça, c'est aller contre tout le modèle agricole, comment il a été poussé depuis 50 ans, c'est-à-dire on agrandit les surfaces, on spécialise les filières de production. Enfin, aujourd'hui, il suffit pas juste d'avoir envie de faire de l'élevage bovin en Ile-de-France. En fait, il n'y a pas d'endroit pour collecter le lait. Si on ne transforme pas tout à la ferme, il n'y a juste pas de circuit pour gérer sa production. Enfin, c'est réinventer une organisation autour de l'agriculture qui est en fait très compliqué. Enfin, je veux dire, par exemple, vouloir élever des chèvres en Ile-de-France et du coup vouloir les faire abattre, ça veut dire les envoyer dans un camion et leur faire 200 km. Enfin, il y a des limitations matérielles au fait et de diversifier les fermes. Et du coup, comme on sort de ce modèle dominant qui a été de la transmission intrafamiliale depuis des siècles et qu'on n'a jamais questionné, et ben maintenant ça fait que finalement les candidats à l'installation, qu'on le veuille ou pas, bobo ou pas, pour 60% c'est des personnes qui sont non issues de ce modèle, qui ne vont pas reprendre la ferme de leurs parents. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer puisqu'on s'appuie plus sur le modèle du couple hétéro et plus largement de la famille, en tout cas plus pour tout le monde, de dire pour ces grandes surfaces-là, qu'est-ce qu'on fait? On invente d'autres manières de faire de l'agriculture, on se met entre associés, on fait des collectifs choisis, mais du coup comment on apprend à travailler ensemble, à se parler, enfin je veux dire la marche elle est hyper haute, c'est pas du tout la même chose, enfin on a organisé une rencontre autour des fermes collectives et il y avait le témoignage d'une paysanne qui disait moi j'étais salariée avant, tout le monde dit travailler en équipe, tout le monde dit savoir faire travailler en équipe, tout le monde pense qu'il sait travailler en équipe, mais en fait monter un projet agricole avec ce lien viscéral à la terre, au vivant, de si on n'est pas d'accord, en fait les décisions de nos désaccords elles sont juste matériellement sous nos yeux en permanence, soit en train de... c'est hyper compliqué quoi, et donc ça c'est un vrai travail d'accompagner à ces changements-là, et je pense qu'on a un vrai besoin de changement d'échelle pour être capable d'apporter une réponse aux terres qui se libèrent, comme la ferme de Manu et Christiana, mais qui est en fait symptomatique de énormément de fermes et du foncier qui est à venir quoi. Et du coup, je trouve que ça pose clairement la question de la bonne utilisation de l'argent public, parce qu'aujourd'hui en agriculture, on va être sur des dépenses d'investissement. On va préférer dépenser pour financer 80% d'un silo à grains, 50% d'une moissonneuse-batteuse. En fait, on a des gouvernements qui veulent montrer qu'il y a de l'investissement et qui décident en fait de ne plus financer le fonctionnement, qui décident de ne plus financer les humains.
Aujourd'hui, en fait, si on veut répondre à la situation que vient d'évoquer Manu, en fait, il faudrait peut-être une personne à temps plein qui accompagne des porteuses ou des porteurs de projets dans leur capacité à, comme le disait Jade, créer un collectif, dans leur capacité, en fait, c'est un vrai travail de maîtrise d'œuvre, d'être capable de monter un projet qui répond aux attentes de quelqu'un qui a envie de transmettre. C'est un travail qui demande du temps et qui demande vraiment de l'humain. C'est le boulot que fait Jade, mais sauf il nous faudrait une trentaine de Jade en Île-de-France. Et aujourd'hui... il faut plus de financement pour Abiosol. Voilà, c'est pour Abiosol, mais c'est plus globalement, en fait. Il y a des stratégies de dire, nous, on veut financer de la machine, quoi. Et en fait, nous, en agroécologie, et on peut rebondir sur ce que tu disais sur Atelier Paysan, on est dans une logique où finalement on apprend beaucoup plus et nos fermes elles avancent beaucoup plus lorsqu'elles échangent, et on a besoin d'humains et d'humaines qui nous aident à échanger et qui nous aident à construire des projets, identifier du foncier. Donc c'est aussi un changement de logique, quoi. C'est le financement des machines, ça peut aider certains ou certaines à passer en bio, mais il faut vraiment aller sur financer des humains et des humaines qui permettent cette transition-là. Et après, la formation. La formation, c'est surtout de la formation. Et puis l'autre écart qu'on commence à constater, c'est que quand une commune prend parti pour dire « Allez, ok, je me lance, j'installe, moi, la commune, 1, 2, 3 paysans, avec un bâtiment. Un bâtiment que nous, agriculteurs, on va payer 300 000 euros. La commune, elle va le payer 1 million d'euros. À cause des normes, machin, bidule, truc. Et on était encore en réunion hier, parce qu'il y a, autour de chez nous, il y a 2 communes qui ont installé 4 maraîchers. Et quand on a vu le prix des bâtiments, moi je tombe par terre, quoi. Un bâtiment de 250 mètres carrés, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Enfin, voilà, quoi. C'est aussi cette difficulté-là. C'est-à-dire que en France, il y a des normes qui s'empilent les unes derrière les autres, et une commune est obligée de respecter toutes ces normes, et du coup, le bâtiment, il fait x3, quoi. Et du coup, voilà, c'est impossible. Donc, enfin, moi, j'ai pas les solutions, mais c'est extrêmement compliqué d'installer aujourd'hui des jeunes paysans avec un bâtiment et un magasin pour vendre. Enfin, voilà, on n'y arrive pas, hein. Très clairement, on n'y arrive pas. Peut-être sur Atelier Paysan, Isolde, tu veux expliquer, toi ouais. Peut-être on finit sur Atelier Paysan et après on peut prendre ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Je sais pas, vous parlez sûrement du bouquin que vous avez lu, Reprendre la terre aux machines, ou c'était quoi vos sources de l'Atelier Paysan? Oui, c'est ça. Ouais, après, donc, en fait, moi, ça me choque un peu que vous sortiez des clichés comme ça après avoir lu ce bouquin qui défend un projet politique et qui défend pas un prix de revenus, un prix des choses, quoi. Donc on voit clairement qu'en fait, là, on pourra pas s'en sortir si on veut juste faire le moins cher possible. Et l'Atelier Paysan, en fait, accompagne dans cette vision, d'émanciper le paysan, ce qu'on parlait au tout début de l'émission, et accompagne les paysans et les paysannes à savoir faire le minimum quand même de bricolage sur leur ferme et développer des projets. Et maintenant, on va beaucoup plus loin avec cette vision de projet de société, quoi. Peut-être tu peux raconter toi sur ta ferme, en tout cas, comment est-ce que ça a contribué à... Disons que nous, on a quand même, on fonctionne beaucoup avec des outils de l'Atelier Paysan et on les a construits, du coup on peut les réparer, on peut les améliorer et on n'est pas dans ce truc d'acheter toujours et de s'endetter, etc. quoi. C'est cette logique aussi là. Et sur la question de l'accompagnement, ce que tu disais que c'est difficile de trouver des gens qui soient en mesure de réellement mettre en œuvre ces projets agricoles ambitieux là dont on parlait. Moi, ce qui me donne de l'espoir personnellement, c'est que l'agriculture paysanne, même si c'est la minorité dans la minorité, elle a le mérite d'exister. Et il y a un certain nombre de structures qui existent aujourd'hui qui en sont issues et qui font ce travail. Alors, à l'échelle où elles sont capables de le faire aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison de penser que ça ne pourrait pas se renforcer. Donc, il y a des structures directement issues de cette agriculture-là, comme l'Atelier Paysan, par exemple. Il y a aussi des structures qui sont issues de mouvements citoyens, mais qui ont fait alliance avec l'agriculture paysanne. C'est le cas des AMAP
qui est le plus évident. Mais je fais le lien parce qu'en écoutant parler Manu, je pensais à mon installation à moi. Moi, j'ai été installée en maraîchage par une commune qui a financé notamment notre bâtiment, qui effectivement a coûté beaucoup trop cher. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais cette commune, dans la construction de projet, elle avait été accompagnée par Terre de Liens, voilà, qui est un autre exemple d'une association qui travaille sur ces questions-là, qui peut faire de l'accompagnement, soit au niveau des porteurs de projets, soit au niveau des communes ou j'imagine, n'importe quelle instance publique qui serait intéressée à agir sur ces questions-là. Et ces réseaux-là, ils ont besoin d'être soutenus, d'être renforcés, d'être développés, parce que le savoir-faire, il est là, en fait. Moi, j'aurais une dernière question. Peut-être qu'il y aura d'autres questions dans le public, je ne sais pas, mais pour revenir sur tout ce qu'on a dit, et notamment, on a un peu mentionné avant la question éventuelle de classe, ce genre de choses. Ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a une question qui se pose dans le rapport de force, dans le rapport de projection de puissance, qui est une question notamment économique, et aussi une question de force médiatique. Et ma question est assez large, c'est pour vous donner l'occasion de vraiment de développer et vous sortir sur le sujet, mais par rapport à l'échelle, on a vu que dans l'Union européenne, dans l'espace européen en général, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des mobilisations. On a vu les territoires polonais aussi manifester leur mécontentement, notamment par rapport au prix, etc., des céréales ukrainiennes. On a vu les paysans belges aussi être solidaires des paysans français, aussi à la propre revendication nationale. On a vu ces mouvements en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc il y a quand même, en tout cas au niveau européen, une certaine continuité dans la colère qui est manifestée. Mais souvent, et ça, notamment, c'est la faute de la FNSEA, et je pense qu'on n'a pas assez craché sur la FNSEA, ça serait l'occasion, mais par rapport aux affects que vous manifestez, manifestement vous êtes tous potes, etc., et il y a une solidarité entre vous, mais par rapport à ces affects un peu presque de solidarité de classe, ou je sais pas, de subjectivité presque révolutionnaire que vous pourriez manifester, on a quand même un corporatisme en face qui s'oppose et qui possède tous les leviers un peu que vous pourriez utiliser, notamment, je sais pas, la FNSEA, quand même le pire lobby peut-être français qui va posséder les lycées agricoles qui les a infiltrés, qui les possèdent, les journaux agricoles locaux qui les possèdent, et vous l'avez dit avant, le ministère de l'Agriculture c'est la FNSEA. Comment vous pouvez vous opposer à ça dans ce rapport de force où vous êtes une fois de plus encore ultra minoritaire, ultra marginaux? Avec vous on peut pas faire tout le travail. La question c'est comment on défonce la FNSEA par exemple. En fait là, moi je ne sais pas à quel point les citoyens, parce que j'ai pas envie de parler juste de consommateurs, se sont rendus compte du détournement qui s'est passé. Pour avoir été une fois sur un rond-point, parce qu'on a eu beaucoup de mal à se mobiliser, les bio et la conf, parce que justement on savait bien où ça allait, et on connaît la FNSEA, donc c'était très compliqué de se dire on y va pas, on est d'accord sur le fond mais pas du tout sur la forme. Bon, on a fini par y aller juste avant les annonces, en sachant globalement ce qu'allait se passer, et il y a effectivement un soutien de la population qui est très impressionnant et qui fait chaud au cœur. Je sais pas ce qu'elle comprend vraiment des problématiques et je sais pas ce qu'elle a compris vraiment de ce qui s'est passé. Si elle finit par comprendre vraiment ce qui s'est passé, et cette énorme récupération, on attend de la population qu'elle soit là avec nous pour venir et pour voter massivement en disant en fait vous sortez et ce qu'on veut c'est ce type de modèle-là. Et ça clairement on peut pas le faire tout seul, d'abord parce qu'on n'est pas assez nombreux, on l'a déjà dit. Rejoignez-nous, mais au-delà de ça, rejoignez-nous pour vous installer, mais rejoignez-nous pour vous bagarrer en fait. Enfin, clairement, et c'est pas juste une question d'acte de consommation individuelle, là encore une fois, c'est vraiment plus une question de prise de position politique, d'implication dans des associations, de tout ce mouvement-là, qui fait que, enfin, globalement, c'est affreux à dire, hein, mais on a les politiques qu'on mérite, quoi. Donc on vote... Moi, pour reformuler un tout petit peu, juste pour... Enfin, parce que c'était un peu la même question, mais un petit peu proche. Je suis pas d'accord. Mais c'est qu'en fait, en général, un peu dans l'histoire des idées progressistes, politiques, révolutionnaires, il y a un peu toujours des espèces de gros blocs qui s'affrontent. C'est soit les choses changent depuis l'intérieur, depuis la norme, donc la norme se décale doucement, etc. Soit au contraire, c'est depuis les marges que, au contraire, enfin, c'est les marges qui font...
Et en fait, quand il y a ce mouvement-là, récupéré par la FNSEA, ensuite, en gros, ce mouvement un peu de gens normaux, d'agriculteurs normaux, on se plaît à croire, on se plaît à se dire, ah, mais finalement, c'est peut-être pas depuis la marche, peut-être que depuis la normalité agricole, finalement, au vu de toutes les questions écologiques, etc., ça, et évidemment économiques, peut-être que depuis là, va pouvoir pivoter un petit peu la question de l'alimentation, la question de l'agriculture. En tout cas, quand on le regarde sur son ordinateur ou à la télé, on se dit, ouais, putain, ça pète, ça serait trop bien. Et donc ça produit un enthousiasme. Finalement, là, le mouvement est, comme vous le dites, récuré par la FNSEA, etc. Est-ce que vous avez l'impression, enfin c'est ma question, mais qui recoupe absolument ça là, c'est pour ça que je me suis permis de l'insérer, est-ce qu'en fait ce mouvement-là, selon vous, ce qu'il vient nous dire, c'est non, il n'y a rien à attendre de la normalité qui est le gros bloc agro-industriel, machin. Il faut donc se concentrer sur les marges et espérer que le monde pivote autour des marges plutôt que d'imaginer que la centralité se déplace. Ou au contraire, est-ce que vous y voyez quelque chose d'un peu plus tangent, bizarre, où non, on peut peut-être espérer qu'une partie du monde agricole, y compris celui qui est pris dans les logiques les plus capitalistes et les machins, est peut-être pas très très loin de basculer vers une remise en question du modèle de base. Moi j'ai l'impression que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas un paysan qui aime utiliser des pesticides et il n'y a pas un paysan qui aime être endetté. Donc du coup il n'y a pas de plaisir et de bien-être de la part de beaucoup des paysans et on l'a vu sur les ronds-points. Du coup, nous, ce qu'on se dit, c'est que finalement, c'est encourageant d'avoir des paysannes et des paysans qui disent il y a un problème de revenus, il y a un problème de reconnaissance. Et donc, c'est ce qu'on dit depuis le début. Le problème, c'est leur représentation et le hold-up qui a été réalisé par la tête de la FNSEA pour avancer à un ordre du jour qui n'était pas celui de ces paysans et de ces paysannes-là. Donc, du coup, maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'organise parce que finalement, ils demandent un revenu, les paysannes et les paysans, et il y a un souci comme chez nous d'être reconnu par la société, donc de ne pas être vu comme celui qui va polluer les voisins, de ne pas être vu comme celui qui va être une nuisance. Donc en fait, c'est comme un cri d'appel, quoi. Comment est-ce que vous m'aidez à engager une transformation? Et je pense que la société doit tendre la main et dire, bah écoute, on va arrêter les conneries qu'a promis Gabriel Attal. Nous, c'est en tout cas ce qu'on espère. On va arrêter la fin du plan éco-phyto, on va arrêter de réautoriser les bassines, on va arrêter de détruire la biodiversité et d'arrêter les jachères. On revient en arrière là-dessus et on va vous aider. Et on fait un plan Marshall pour mettre en place la transition agroécologique. En 5 ans, il y a 50% des soutiens environnementaux agricoles qui ont été coupés. Les aides au maintien de l'agriculture paysanne qui sont si importants pour les grandes fermes, ça a été coupé. Les paiements pour services environnementaux, nous on considère que des fermes, des petites fermes comme les nôtres, des grandes fermes comme celle de Manu, elles rendent toute une série de services, elles alimentent les gens, mais elles dépolluent l'eau, elles préservent les écosystèmes, elles mettent en place des haies, elles bonifient le paysage, et donc du coup tous ces services, ça se paye. Avant ça se payait mieux, maintenant ça se paye moins bien. Donc en fait, il faut simplement se dire, il y a un cri d'appel, on a un problème de revenus et de reconnaissance, et il faut juste lui apporter une autre réponse. Et la réponse c'est, on va mettre le paquet, on va être ensemble, et vous avez contribué, et on vous a remercié pour ça, à nourrir la France pendant les 50 dernières années, parce que quand on est sorti de la guerre, l'objectif qu'on vous a donné, c'est juste l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on vous en donne d'autres des objectifs, et on va ensemble reprendre notre droit en tant que société, parce que c'est aussi à nous, en tant que société, de définir le cahier des charges, parce qu'on paye chacun 120 € d'aide PAC par an. Vous, nous, on paye tous 120 € d'aide PAC, donc on a une légitimité à dire, en fait, on va définir un cahier des charges démocratique qui va orienter l'agriculture et qui va vous permettre à vous de faire cette transition-là et d'être beaucoup plus fiers de votre métier, et on va vous assurer un revenu pour le faire, quoi.
typiquement, pour répondre à cette question de la minorité de ce modèle-là, je pense que la force de l'agriculture paysanne, c'est de faire une alliance avec la société civile et de se rendre compte qu'il y a une convergence aussi entre les valeurs et les envies qui sont portées par ce modèle-là, même s'il est minoritaire, et les enjeux de santé publique, etc., qui sont en fait déjà présents dans chez la plupart des gens. Et du coup, comment est-ce que dans les espaces démocratiques où on discute de l'agriculture et donc de l'alimentation qui concerne tout le monde, on ouvre la porte à d'autres types d'acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on discute de l'agriculture entre les professionnels qui vendent des machines et les syndicats. Autant dire que dans les syndicats, la plupart, on n'est pas trop d'accord avec les idées qu'ils portent. Donc en fait, comment on ouvre la porte à la société civile qui par ailleurs, même si elle n'a pas forcément l'argent pour s'acheter des choses bio, a quand même bien idée qu'a priori c'est mieux de manger des légumes bio que de manger des Kinder. Bon, ça je pense qu'on n'a pas besoin de l'apprendre à qui que ce soit. Et du coup c'est ce que tu disais sur l'enjeu démocratique, c'est comment on ouvre les espaces où on discute quelle agriculture on souhaite collectivement et qui est-ce qu'on invite autour de la table pour pouvoir s'exprimer. Et vous ? Alors, nous on est invités, on n'est pas entendu, c'est un autre problème. Je pense vraiment que c'est pas nous, hein. C'est vous. Enfin, Balance la balle. non, très clairement. Enfin, j'avais une question. Si tu fais un sondage ? Ouais, non, mais avant tout ce qu'on vient de dire, vous avez pensé quoi ? Qu'est-ce que vous avez retenu des mouvements qui se sont passés pendant 15 jours ? Si vous devez tirer une conclusion, sans... Le problème, c'est qu'on vient de parler pendant une petite heure, là, mais avant qu'on arrive, c'était quoi votre pensée sur le mouvement agricole ? Vous pensiez quoi ? À part qu'il était bordélique, ça, on a compris. Ouais, que ça a mis le soupe, mais vous pensiez que les agriculteurs avaient obtenu quoi ? Et vous, citoyens consommateurs, vous pensiez avoir obtenu quoi ? Alors, non, je crois qu'on n'est pas juste citoyen consommateur, on est aussi voleur, comme on l'a dit. Non, mais on s'informe particulièrement et on regarde pas que la télévision. Non, moi c'est ce que j'ai essayé de dire au travers de la question, c'est que moi j'avais l'impression qu'il y avait un truc... c'est que, en gros, si on suivait, on va dire, la presse de gauche au sens très très large du terme, en incluant France 2 dedans, ce qui apparaissait, c'est que c'était un mouvement, c'était le discours de la FNSEA qui donc allait pousser pour le... Donc, vous, en tant que consommateur, donc on voyait ça, et ça nous semblait pas tout à fait correspondre aux bribes qu'on voyait par ailleurs et aux autres échos qu'on avait pas. Et donc on imaginait quelque chose de plus complexe et plus contradictoire et plus nuancé, plus complexe que la lecture méchants agriculteurs FNSEA et après voilà, nous après on a parlé avec des gens de la conf au fil, mais nous en tout cas, je sais pas si on s'est trompé sur les réunions, mais malgré tout. Nous on a un peu cette espèce de croyance peut-être un petit peu absurde, c'est qu'on a toujours un petit peu l'impression que quand les gens sortent dans la rue et commencent à se bagarrer, dans le fond, même s'il y a des forces récupératrices très puissantes et tout ça, ce qui se joue dans la mise en partage des situations individuelles, singulières de chacun, etc., permet potentiellement de dépasser ce que les syndicats essayent de canaliser. Et donc, l'action, c'est moins ce qu'on a vu que ce qu'on aurait voulu y voir, et ce qu'on avait envie d'y voir, c'était effectivement le moment où il y a tout un tas d'agriculteurs qui peuvent être à la FNSEA, on s'en fout, mais en tout cas qui ne font pas partie des super riches de l'agroalimentaire, mais en gros des gens qui galèrent au quotidien en travaillant beaucoup trop, que dans ce coup les contradictions même que le monde de l'économie impose au monde de l'agriculture deviennent tellement intenables que les gens sont obligés d'ouvrir des questions jamais ouvertes, c'est-à-dire qu'en fait la réponse elle peut pas être juste dans le fait de demander plus d'argent à l'Europe, de demander un protectionnisme de l'État, de machin, mais de percevoir en quoi est-ce que le monde économique, en tant qu'il ne peut être que capitaliste et machin, dans le fond, nique tout le monde et fait que cette question absolument élémentaire, partagée par tout le monde, qu'est-ce qu'on mange ce midi, se retrouve à ouvrir des débats bien plus larges et bien plus riches que ceux qui se referment systématiquement, soit par la FNSEA, soit par l'appel à l'État, soit par l'appel à... Mais en gros, ouvre une remise en question, et liée évidemment aussi à la question climatique, qui je pense est absolument cruciale
évidemment maintenant. Et voilà, nous, on a voulu voir une ouverture. Et pareil, je pense qu'on était une en partie, mais... Moi, je parle d'un point de vue un peu plus jeune peut-être, même beaucoup plus jeune, mais aussi ce qu'on a en tout cas espéré voir au début, c'est que forcément il y a eu un écho avec les Gilets jaunes, notamment par rapport aux pratiques un peu comme ça séditieuses, un peu marrantes, originales, qui changent des pratiques un peu trop moribondes, gauchistes. Et ce qui a été bien aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une plus grande humilité de la part des gauchistes très urbains et très théoriciens révolutionnaires hors sol. C'est que cette fois-ci, il y avait la prudence de dire on ne va pas rejeter au départ le mouvement. Parce que les jeunes, ce qui s'est passé pour beaucoup de militants jeunes et vieux d'ailleurs, c'était se dire au tout départ, quelques jours, quelques semaines pour les plus gauchistes et débiles, c'était se dire ah non, c'est pas un mouvement camaradesque, donc on va s'en tenir éloigné, etc. Là, j'ai quand même l'impression que tout en ayant conscience que la FNSEA avait totalement presque pris le contrôle du mouvement, en tout cas se l'accaparer, il y avait quand même l'idée de se dire malgré ça, ça vaut le coup de faire des liens, parce qu'il y a une possibilité de joncture crédible avec les paysans, pour le coup. Et je pense que ça, pour le coup, l'héritage Gilets jaunes a beaucoup joué sur cette absence d'arrogance qu'on avait précédemment, notamment par rapport au mouvement un peu exogène avec lequel on n'est pas forcément habitué. Non mais formidable, alliance révolutionnaire entre toutes les classes, on est d'accord. Le problème de votre question, c'est un peu la question, c'est comment on fait pour changer le monde ? Nous, on le sait pas plus que vous. Je pense que c'est un peu. Pas que vous sachiez plus que nous, c'est une question ouverte. Non, mais du coup, je crois que c'est un peu ce que tout le monde essayait de dire en disant, en fait, c'est entre vos mains aussi. Enfin, c'est entre les mains de tout le monde de faire de la politique et de se demander pour quel monde on veut se battre et quels moyens on se donne pour le faire. Dans l'agriculture comme à l'hôpital, comme à l'école, comme partout. Peut-être moi, un élément de réponse. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu une envie de voir dans ces mobilisations quelque chose de révolutionnaire, alors que moi en tout cas le côté vraiment choc de paradigme, je le vois dans le geste de l'agriculture paysanne en tant que tel. C'est-à-dire que pour moi s'inscrire dans le fait de sortir de cette logique qui est quand même la logique dominante où on regarde le profit à court terme de ce qu'on produit, dans une logique de maximiser les profits à l'instant T en sortant complètement d'une logique à la fois de respect des écosystèmes, de renouvellement de la fertilité des sols, etc. Et on se dit, en fait, moi, je m'inscris pas dans ce rapport d'exploitation du vivant, je fais une ferme, je fais beaucoup plus en réalité que juste produire de la nourriture, je crée des relations avec des gens, je m'extrais d'un rapport complètement ultra-capitaliste au monde, je parle aux gens autour de moi, j'essaye de lutter à partir d'un endroit, à partir de cette ferme, etc. En soi, pour moi, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit complètement à contre-courant de la vision dominante du monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin, quand on est paysan, finalement, il n'y a pas besoin d'aller sur un rond-point et d'essayer de faire une alliance avec la FNSEA pour dire qu'on fait déjà un truc qui est carrément à contre-courant de la société telle qu'elle est majoritairement, en fait. Et du coup, je comprends qu'on ait envie, et moi aussi, je suis urbaine et gauchiste, et bien sûr que j'ai envie de voir ce truc-là autant que vous, et je vois bien que c'est ça que vous avez envie qu'on voit aussi, et à la fois je le vois, et à la fois je vois beaucoup plus, en fait. Et je pense que dans cette question d'accéder aux espaces de ruralité, d'aller dans des fermes et de comprendre comment la ruralité, c'est pas juste un espace conservateur de reproduction des normes, blanches hétéro-patronales, et d'aller justement déconstruire cette vision-là de les paysans, bon c'est sympa, mais quand même c'est des gros patrons, donc en vrai méfions-nous. Je pense que ça, c'est en fait l'alliance, elle se fait à cet endroit-là, quoi. Et je pense qu'il y a un pas à faire aussi sur les fermes, à ouvrir leurs espaces, à parler de leur métier, à comprendre qu'on parle pas exactement le même langage politique et que donc faut un peu s'accorder, un peu s'ouvrir, un peu travailler ensemble sur comprendre la réalité de chacun, quoi. Et pour moi, je vois beaucoup plus dans ce sens-là. Après, si... voilà, je sais pas si c'est une réponse très précise. On est très mouvementiste et que peut-être on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un mais en même temps, c'est trop bien. Mais en fait, tout ça, c'est valable, en fait.